Bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir d'ouvrir la cérémonie de remise du prix Cleantech République de la jeune entreprise éco-innovante. Merci à Polytech et à son plateau TV de nous accueillir pour cette 3e édition. Cleantech République, c'est le magazine en ligne des technologies vertes. Et ce prix consiste à saluer le dynamisme entrepreneurial français dans le domaine des éco-activités. Nous croyons beaucoup chez Cleantech République dans la voie de l'innovation verte pour redonner du sens et de la croissance à nos économies. C'est pourquoi il nous tient à cœur de mettre en avant ces entrepreneurs. Voilà qui est dit. Place à la première séquence TV. Notre journaliste Baptiste Roudirich reçoit Marianne Broski, directrice de l'innovation de Veolia Environnement, pour dresser le bilan du marché Cleantech en 2011 et évoquer les tendances. C'est à vous. Bonjour Paul et bonjour à tous, merci pour cette introduction. Alors encore un peu de suspense pour la remise du prix Cleantech République avant de connaître le palmarès de cette édition 2011. En attendant, nous avions envie de commencer par un panorama de l'actualité des Cleantech et plus précisément du marché mondial de l'éco-innovation. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir en plateau Marianne Broski. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directrice, on va vous présenter directeur innovation chez Veolia Environnement. Alors peut-être juste pour commencer cette petite présentation, comment se portent les investissements Cleantech aujourd'hui dans le monde ? Je pense que ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est que dans un contexte assez complexe sur les marchés, les investissements Cleantech se portent bien pour cette année 2011. Si on prend les chiffres du capital risque, on est en cumulé au 3e trimestre 2011 à quasiment 7 milliards, sachant qu'on avait terminé l'année 2010 à 7,7 milliards. Donc on devrait avoir une très bonne année 2011 en termes de capital risque au niveau mondial. Les introductions en bourse, là, les choses sont peut-être un peu plus complexes, puisqu'on est aujourd'hui au 3e trimestre de cette année à peu près 6,5 milliards, à comparer et à mettre en perspective par rapport à 8 milliards, qui était le chiffre du 3e trimestre 2010. Sachant que l'année 2010 avait été quand même particulièrement forte en termes d'introduction en bourse, puisqu'on avait atteint 16 milliards, et en particulier avec 8 milliards pour le dernier trimestre de 2010. Alors peut-être dans ces chiffres dont on suit un peu les tendances, quelles sont justement les grandes tendances, peut-être les secteurs ou les pays qui se détachent ? Bon, je pense que ce ne sera pas une surprise de souligner qu'encore une fois, l'énergie reste un petit peu la vedette des investissements, enfin, en particulier en capital risque, avec 3 secteurs qui émergent, si on regarde les chiffres de l'année 2011, qui sont le solaire, qui sont l'efficacité énergétique et le stockage énergétique. Et en termes de pays, peut-être, est-ce que ça se joue en Asie, c'est ça ou... Alors sur le marché des introductions en bourse, clairement, puisque 70% des introductions en bourse sur les 3 premiers trimestres de cette année sont faites en Asie. La Chine a encore une fois réaffirmé au travers de son 12e plan à 5 ans un engagement extrêmement fort pour soutenir l'économie verte. Donc très clairement, grand dynamisme asiatique. Bon, très bien. Alors, moi j'ai écouté un petit peu votre analyse. On voit qu'il y a des investissements et il y a des arrivées en bourse qui se font. Malgré tout, on est quand même dans un climat de crise. Alors, quel est le climat autour des Cleantech, justement ? Est-ce qu'ils sont impactés par ce contexte mondial ? Ce qui est intéressant de noter en fait dans l'économie des Cleantech aujourd'hui, c'est qu'on a 2 manières de voir les choses. Si on prend certaines études, en particulier Ernst & Young a fait une projection de quel serait l'impact des plans d'austérité sur l'économie verte. Et Ernst & Young parle par exemple d'un gap de financement de l'ordre de 25 milliards sur la période 2011-2015. Néanmoins, très clairement, aujourd'hui, l'économie verte reste un secteur extrêmement porteur. Preuve en est, si on regarde quelques beaux succès, Better Place a levé 200 millions de dollars. C'est une entreprise qui aujourd'hui est valorisée à plus de 2 milliards de dollars. Solyndra, si je prends un peu le contrepoids, une entreprise dans le domaine solaire américaine qui avait été très soutenue par les autorités américaines, qui a déposé le bilan. Mais c'est aussi symbole d'une certaine maturité du secteur. Donc c'est quand même ces opérations d'envergure qui sont assez porteuses d'espoir malgré ce contexte peut-être un peu plus difficile. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on a déjà des prévisions pour 2012 ? Comment les choses vont se dérouler ?
Très clairement, de toute façon, c'est assez intéressant de regarder les dernières études parues parce qu'il ressort clairement que l'économie verte est une tendance de fond, qu'on reste en particulier sur les problématiques de production d'énergie verte et d'efficacité énergétique sur des taux de croissance de marché de plus de 10%. C'est ce qui ressort un petit peu au niveau global mondial. Ensuite, je pense qu'il y a quelques enseignements aussi qui sont un peu, en particulier quand on s'adresse à la communauté entrepreneur ou tous les gens qui essayent de créer des choses innovantes, du back to basics, c'est être capable de délivrer un produit, une technologie qui a le bon prix, qui a un prix acceptable sur le marché, avoir la bonne équipe pour porter ces nouveaux projets, qui reste vraiment un des éléments extrêmement importants. D'accord, alors justement, on parle d'entrepreneurs, il y en a beaucoup dans cette salle, puisque le prix Cleantech République, c'est aussi et surtout même des histoires d'entrepreneurs. Partant de cette analyse que vous faites, est-ce que vous auriez des conseils? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme piste à ces innovateurs, ces entrepreneurs? Encore une fois, je pense qu'on va revenir sur un élément qui est extrêmement important, c'est tout ce qui va être porteur d'efficacité dans l'utilisation des ressources va être vraiment une catégorie extrêmement fondamentale parce qu'elle va être capable d'apporter des économies à la fois pour les collectivités et pour les clients industriels. Je me permettrai aussi de paraphraser un peu Vinod Khosla en disant également penser rupture et pas seulement une notion de progrès incrémental. Penser performance plus que jamais, c'est-à-dire quelque chose qui a impacté effectivement les clients de façon forte. Et une des leçons, penser pays émergents, très clairement, parce que l'économie verte reste pour eux quelque chose qui va être absolument fondamental dans leur politique de développement. D'accord, donc si je résume, c'est pays émergents, efficacité, innovation, c'est un peu les mots-clés à retenir pour ces entrepreneurs. Un bon triptyque, oui. Merci infiniment Marianne Brodsky pour votre expertise. Et puis pour ma part, je vais rendre la parole à Paul Perdrieux pour la suite de cette cérémonie du prix Cleantech République 2011. À tout à l'heure. Merci à tous les deux. Je vais demander aux intervenants du plateau suivant de bien vouloir se mettre en place. Quand on parle de technologie verte, il faut bien évidemment penser application et adoption de l'innovation, sans quoi ce sont des coups d'épée dans l'eau. Or, la ville est sans conteste un champ d'expérimentation et d'application formidable. C'est justement le sujet de la table ronde animée par Stéphane Parpinelli, notre rédacteur en chef. La ville du futur, terre promise des Cleantech. Merci Paul. Eh bien, bonjour à tous. Alors, pour démarrer, je vais vous donner quelques chiffres pour appuyer bien sûr, c'est prévu, ce choix de thématique. La barre des 7 milliards d'habitants vient d'être franchie sur la planète avec une projection de 9 milliards d'habitants en 2050. Pour la première fois de l'histoire de nos civilisations, la population urbaine a dépassé la population rurale. Alors, ces données vont appeler immanquablement à des changements de nos centres urbains, forcément, avec d'un côté des villes qui sont responsables de 75% des émissions de carbone, et de l'autre, les Cleantech qui regroupent un ensemble de technologies conçues pour réduire les impacts environnementaux. On peut aisément imaginer que la ville de demain, voire même celle d'aujourd'hui, va devenir le théâtre d'adoption des éco-innovations. C'est donc le thème qu'on a choisi de débattre aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir trois invités autour de moi sur lesquels je vais m'appuyer sur l'expertise de ces personnes. D'abord Marianne Brodsky qui vient d'intervenir. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation chez Veolia Environnement. Bonjour. Fabien Herlot. Bonjour. Vous êtes directeur général de Ecomobility Ventures, qui est un nouveau fonds d'investissement commun à SNCF, Orange, PSA et Total, dédié au financement des jeunes entreprises européennes en lien avec la mobilité durable. Et enfin, Olivier Catera. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes responsable du département de formation et de recherche en management technologique et stratégique chez Grenoble École de Management. Alors, vous le savez, les Cleantech regroupent, c'est un vaste spectre de technologies qui regroupe des innovations dans les transports, l'énergie, la construction. Alors, Marianne Brodsky, la question que je me pose, c'est
par où commencer? Doit-on chercher à se fixer des priorités? Je pense que la question en l'occurrence, c'est plus peut-être d'avoir une approche systémique en fait de la ville et d'avoir une approche qui soit holistique. C'est-à-dire la ville, elle fonctionne un petit peu comme un système complexe. C'est-à-dire chaque partie interagit sur une autre, donc il faut être capable d'avoir cette vision de la ville en tant que système complexe. Et je dirais qu'une partie de la réponse, c'est doit-on se fixer des priorités? Les priorités sont aussi guidées par ceux qui construisent et dirigent la ville. Sachant qu'une problématique de ville en Inde sera certainement sensiblement différente d'une problématique de ville dans un pays aujourd'hui très développé économiquement. Oui, bien sûr. Je voudrais citer un urbaniste qui s'appelle Jean Hedgens, qui vient d'éditer, de publier un ouvrage qui s'appelle La ville frugale. Alors, cet urbaniste dit une chose, il dit « Les innovations qui pourront changer le destin de nos cités relèvent plus de la combinaison de technologies existantes que de technologies nouvelles. » Marianne, êtes-vous d'accord avec cette assertion? Je pense qu'on n'est pas sur un discours d'opposition, c'est-à-dire on est plus sur un discours aujourd'hui d'efficacité, de pragmatisme qui consiste à dire on mélange des solutions et des technologies qui sont éprouvées. Prenons par exemple l'exemple des réseaux de chauffage urbain, mais sur lesquels on va pouvoir aussi greffer par exemple du pilotage intelligent complémentaire qui va pouvoir en améliorer l'efficacité pour la communauté et pour le compte des clients. Donc c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est plutôt l'un avec l'autre. L'un avec l'autre, avec une harmonie d'ensemble du système. Tout à fait. D'accord. Alors, pour notre prix, on a reçu beaucoup de dossiers d'innovation technologique. C'est le cas également sur Pollutech. Vous pouvez découvrir de nombreuses technologies, mais la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que l'innovation urbaine doit-elle précisément se cantonner à l'innovation technologique? Marianne? L'innovation urbaine, elle ne sera pas que technologique, elle sera en partie technologique. Quelles sont les autres innovations dont on a besoin dans ce cas-là? Il y a des innovations de nature contractuelle, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir gérer les infrastructures. Il y a également la façon dont on va pouvoir faire travailler ensemble dans la ville les différentes parties prenantes, comment en particulier faire participer la société civile. Oui, ça c'est très important. Alors, on entend parler beaucoup des partenariats publics-privés et on voit apparaître de plus en plus la notion de contrat de performance énergétique signé passé entre des entreprises privées et des collectivités. Est-ce que vous pensez que ces modèles de contractualisation basés sur la notion de performance vont se banaliser à l'avenir? Je pense j'ai clairement évoqué une dimension tout à l'heure qui était, on entre vraiment dans l'ère d'une certaine ère de frugalité et de gestion intelligente de la ressource. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être de plus en plus dans la performance, être capable de délivrer de la performance dans l'utilisation de la ressource, que ce soit la ressource eau, que ce soit la ressource énergie, que ce soit l'impact qu'on peut avoir en matière de transport, que ce soit dans l'intégralité, par exemple, du cycle de vie d'un produit et jusqu'à la gestion du déchet. D'accord. Alors, s'il y a bien un domaine dans la ville, Fabienne Herlot, qui doit impérativement progresser, c'est bien celui de la mobilité. Il suffit de se rendre à Paris-Nord-Villepinte, à Pollutech, soit en RER, soit en voiture, pour se rendre compte que nos transports, qu'ils soient individuels ou collectifs, arrivent complètement à saturation. Alors, l'ampleur de la tâche est énorme, mais à votre avis, comment s'y prendre pour amorcer un changement vers l'écomobilité, Fabienne Herlot? Effectivement. Est-ce que le micro fonctionne? Non. Merci. Donc effectivement, le défi est de grande ampleur et il est d'autant plus de grande ampleur que pour amorcer le changement dans les transports, il faut s'attaquer au comportement des individus. Et on sait tous très bien que l'écomobilité, on y croit, on en veut, mais on en veut plus pour l'autre que pour soi-même. Et donc je pense que le premier défi, c'est déjà de se regarder chacun individuellement en face et de se dire
est-ce que j'ai raison ce matin de vouloir prendre ma voiture? Une fois qu'on a posé sur la table cette question de l'évolution des comportements, et on a bien conscience qu'on n'arrivera pas en une seule génération à faire complètement disparaître, par exemple, l'usage de la voiture ou à révolutionner les habitudes de transport, mais que ce sera une évolution dans la durée. Je crois qu'une fois qu'on a parlé de cette question de comportement, il faut regarder aussi les moyens qu'on peut mettre à disposition pour améliorer le quotidien des voyageurs. Alors, bon, je pense qu'il faut plus de transports en commun et mieux de transports en commun, et je crois que la SNCF et la RATP y travaillent d'arrache-pied, mais là aussi, c'est un travail dans la durée. Je pense qu'il faut être intelligent, il faut se demander s'il n'y a pas des déplacements que l'on peut réduire. Et certains d'entre nous à la SNCF disent que finalement le meilleur déplacement, c'est peut-être celui qu'on ne fait pas, même si ceci a des limites. Ceci a des limites parce que pour certains, pouvoir se déplacer, c'est pouvoir s'insérer. Donc attention à ne pas pousser trop loin la métaphore. Et puis je pense que, bien évidemment, on ne peut pas échapper à une réflexion sur l'usage de la voiture individuelle et aller vers plus de partage de la voiture individuelle à travers des services qui existent déjà aujourd'hui, comme l'autopartage entre particuliers, le covoiturage, autant de transport à la demande, autant de services qui peinent à décoller, probablement par manque de souplesse, probablement par manque de fiabilité, probablement par manque de convivialité. Et donc, ce qu'il faut tous espérer, c'est que la technologie qui s'améliore de jour en jour peut nous permettre de rendre l'usage partagé du véhicule plus convivial. Oui, donc la voiture mutualisée, les efforts vont dans ce sens, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Oui, alors je ne vais pas revenir sur Écomobile, oui, mais pour autant que ce soit les autres, mais quand on fait des sondages, 80 ou 70% des Français sont favorables au covoiturage. Quand vous posez la question, mais toi tu en as fait, il y en a 20% qui en ont fait. Donc on voit bien qu'il y a un écart entre la perception de l'intérêt du service et l'engagement personnel par rapport à ce changement de service. Et en fait, ce changement de comportement. Et je crois qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, faute peut-être de business model éprouvé, faute peut-être de professionnalisme dans l'offre qui est proposée, les nouveaux modes de mobilité partagée ne répondent pas suffisamment aux attentes des clients. Alors, est-ce que les changements comportementaux vont passer par de l'incitation? Et quand je dis incitation, on pourrait imaginer des mesures incitatives prises par les collectivités, mais aussi les entreprises. Oui, alors on peut réfléchir à des mesures incitatives. Moi, je préfère toujours l'incitation à la punition. D'accord. Donc c'est comme ça que je me comporte avec mes enfants. Ça ne veut pas dire que chaque voyageur est un enfant, mais quand même. D'accord. Après tout, pourquoi ne pas penser de façon complètement en rupture et de se dire aujourd'hui, on est probablement trop égoïste, même si on essaye de mettre en avant tous ces phénomènes de réseaux sociaux. Et pourquoi ne pourrait-on pas appartenir à un réseau social avec lequel, un jour par semaine, on partage sa voiture, un peu comme un système de taxi généralisé. Donc un jour, moi, je laisse ma voiture chez moi, mais je repère par un badge quelqu'un qui appartient à la même communauté que moi et qui s'engage à me transporter sur une courte ou une moyenne distance. Pourquoi ne pas imaginer également pour les citoyens qui ont un bon comportement une sorte de crédit carbone individuel, et je pense qu'on va venir à la comptabilité carbone individuelle. Et puis également au niveau des entreprises, on voit bien que le transport collectif est assez lourdement subventionné. Peut-être que les entreprises auprès desquelles on propose des solutions de covoiturage ou d'autopartage pourraient elles-mêmes, à travers n'importe quel mécanisme qu'elles imagineraient, et là je crois que sky is the limit en termes de créativité, mieux valoriser les salariés qui acceptent de partager leurs moyens de transport pour faire le déplacement domicile-travail. Donc vous appelez de vos voeux des innovations réglementaires là, sur la question? Oui, bon, réglementaire peut-être, mais on sait aussi assez bien que quand on s'engage dans le réglementaire, ça prend du temps,
on a des lobbies d'un côté et de l'autre. Donc je pense aussi qu'il faut que ce soit des initiatives qui émergent au niveau de groupes d'individus, au niveau de collectivités, au niveau d'entreprises. Est-ce que ça doit nécessairement faire l'objet d'une loi et d'un règlement ? Peut-être, mais que ça se passe de façon, encore une fois, soit drivé par la base et pas nécessairement imposé par une loi. Donc bottom-up plutôt Bottom-up que plutôt que top-down. top-down. En tout cas, c'est ma vision. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes à la tête du nouveau fonds Ecomobility Ventures, donc qui regroupe, je rappelle, 4 entreprises, SNCF, Total, PSA et Orange. Et moi, j'aimerais savoir quels sont les types d'innovations que vous allez chercher à financer dans le cadre de ce nouveau fonds d'investissement. Alors, je pense que ce qui est intéressant dans ce nouveau fonds, je dirais, c'est au moins deux aspects. Tout d'abord, c'est un fonds qui est avant tout une société d'investissement. Le concept de fonds a une connotation un peu financière qui ne plaît pas beaucoup aux oreilles des investisseurs industriels. Donc, c'est une société d'investissement qui regroupe des industriels, par opposition à ce qui peut exister aujourd'hui où on voit un certain nombre d'acteurs financiers. C'est également une société d'investissement qui regroupe des acteurs industriels aux compétences complémentaires sur le marché de la mobilité. Et je pense que c'est extrêmement emblématique de se dire que face à toutes ces problématiques qu'on se pose et que l'on essaye de résoudre et qu'on n'arrive pas peut-être chacun individuellement à résoudre, je pense que c'est extrêmement emblématique de se dire qu'il y a 4 grandes entreprises qui ont décidé d'unir leurs forces pour accompagner des startups et leur ouvrir à la fois leurs compétences, leur marché, pour essayer d'inventer de nouveaux paradigmes. Alors, bon, que recherchons-nous ? Le fonds a une dimension européenne. Le fonds s'intéresse en priorité à des projets qui permettent de proposer de nouvelles formes de mobilité, à la fois des services, des produits, des technologies, à différents stades de maturité des entreprises, donc que ce soit de l'amorçage ou, pourquoi pas, du développement. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, je serais absolument ravi d'échanger avec ceux d'entre vous qui auraient des idées sur le sujet. Merci Fabienne. Vous avez tout à l'heure abordé la question des tiers-lieux de travail, c'est-à-dire que dans les villes d'aujourd'hui et de demain, plutôt que de l'écomobilité, plutôt que de se mouvoir, on peut tenter d'orienter, d'axer plus les stratégies vers de la non-mobilité. Ça, c'est quelque chose je crois qu'il y a une grosse réflexion, notamment au niveau de la SNCF, pour concentrer des hubs je qualifiais ces hubs de tiers-lieux de travail au niveau des gares de la SNCF. C'est quelque chose d'important. Effectivement, je pense que vous avez lu dans la presse cette expérimentation en cours d'installer des centres de travail partagés dans certaines de nos gares. Donc pour le moment, c'est à phase de test. Je pense que ce qui est important, là, ce qui est intéressant, c'est de voir cette démarche pour proposer des solutions attractives de non-mobilité qui permettent néanmoins à des individus de se retrouver, d'échanger, de rester connectés. Parce que, attention, la non-mobilité, c'est de l'isolement. Et l'isolement, à terme, c'est extrêmement pénalisant. Et donc, voyons comment cette expérimentation ou cette expérience va porter ses fruits et voir s'il convient ou non de la généraliser. Merci Fabienne Herlot. Cette thématique me permet de faire la transition avec vous, Olivier Catera. Je rappelle que vous travaillez au sein de Grenoble École de Management et il se trouve en matière de tiers-lieux de travail que vous hébergez un cluster qui s'appelle le cluster Green and Connected Cities au sein de votre business school. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je crois qu'ils ont précisément travaillé par le passé sur cette notion de tiers-lieu de travail. Exactement. En fait, les thématiques d'innovation nous intéressent, les innovations dans la ville, mais en dehors de la ville aussi, qu'elles soient technologiques ou non technologiques. Et un de mes collègues, le professeur Richard Collin, avec un groupe de partenaires, ont monté un cluster Green and Connected Cities qui a rendu en fait un livrable il y a quelques mois
sur les éco-centres 2.0. Et l'idée, c'est de faire un état de l'art, en fait, de ces structures d'accueil partagées, mutualisées, qui évitent les déplacements. Donc ça rejoint un peu cette idée alors à défaut d'éviter complètement les déplacements, on peut réduire l'intensité et la multiplicité des déplacements. Dans l'énergie, on parle de sobriété énergétique, on pourrait parler de sobriété dans la mobilité aussi. Et ne pas réduire, mais ne pas tout faire en déplacement, mais essayer de les réduire au minimum. Et ces éco-centres donc, ont été étudiés par le cluster et ils ont dressé en fait des fiches d'études d'expériences passées et proposé des recommandations sur ce nouveau concept qui grandit aussi bien en France que de l'autre côté de la Méditerranée où il y a aussi ces problématiques de mobilité. Et dans les pays émergents dont on parlait tout à l'heure, c'est une priorité indispensable dans les mégapoles. Vous parliez de croissance des villes et le but c'est de décentraliser en fait. À défaut de délocaliser à l'étranger, on peut décentraliser des nœuds de communication et des nœuds de travail. Avec, comme le disait Fabienne, des télécentres ou des écocentres connectés. C'est-à-dire que là, les technologies de l'information et de la communication ont un rôle énorme à jouer dans ce contexte. Exactement. Et on voit en fait, alors c'est vrai que ça peut parfois éloigner des clean tech, mais c'est le green IT qui permet aussi derrière de se dire, on voit qu'on intègre toutes les technologies de l'information et de la communication sur des problématiques sociétales. Et c'est ça qui change après les usages, les comportements. Et on a la conviction que c'est justement par des nouveaux comportements que les innovations de rupture vont peut-être arriver. Les technologies ont été souvent là en push pour amener des transformations. Mais c'est en fait s'il y a bien un usage qui va arriver que l'innovation se réalisera. Oui, d'ailleurs, un tout petit aparté. Tout à l'heure, on parlait avec Marianne Brodsky de Veolia des partenariats publics-privés, des nouveaux contrats. Et je crois qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les Public-Private People Partnership. Donc, ce n'est pas 3P, c'est 4P. On introduit la notion d'analyse, on introduit l'usager dans les contrats et en analysant leur comportement. Je trouve ça très intéressant. L'idée, c'est d'associer les populations, en fait. C'est plus une offre des collectivités locales en tant qu'organisation ou les entreprises, mais d'y associer les citoyens. On parle aussi de Living Labs, donc les laboratoires vivants, qui sont des structures où on ouvre l'innovation et on permet d'associer les citoyens qui sont aussi des usagers et des clients de ces innovations. Marianne, ces notions de 4P, les notions non pas des partenariats publics-privés, mais où on inclut l'usager, le people, c'est quelque chose dont vous êtes familier, chez Veolia notamment? Je pense que j'ai évoqué tout à l'heure l'importance d'associer la société civile effectivement dans les problématiques de gestion intelligente des infrastructures. On le vit parfaitement bien dans le monde des transports, parce qu'en fait on est dans un monde de B2B4C pour le consommateur. Et dans les problématiques également de gestion de déchets, on travaille sur comment, quand on parlait d'associer la société civile, comment faire en sorte par exemple que chacun réduise sa production individuelle de déchets. Donc on travaille aussi sur ces dimensions de comportement humain. Ouais, c'est fondamental. On est très clairement dans cette tendance. D'accord. Alors Olivier Cattera, il se trouve que votre école, Grenoble Eco Management, travaille sur l'analyse de performance des modèles d'organisation de projets d'innovation collaboratifs. Et je crois qu'en la matière, vous avez signé un contrat avec l'ADEME pour vous allez dresser un premier bilan de l'écoquartier de la ZAC de Bonne à Grenoble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que vous jouez, vous, sur ce contrat? Alors, en effet, Grenoble École Management, c'est une école qui s'intéresse au management de la technologie et de l'innovation. Et l'innovation urbaine est un des thèmes d'intérêt, et notamment sur les problématiques énergétiques. Le projet dont vous parlez s'appelle Nexus. Alors, ce n'est pas nous qui le portons directement, mais on est associé avec un collectif dont l'Université Pierre Mendès France et les acteurs de la recherche en économie de l'énergie, en sociologie. Et il y a une sorte de pôle grenoblois qui travaillent ensemble, qui collaborent. Et nous, notre savoir-faire, c'est d'analyser les modèles d'affaires, les modèles économiques, de savoir comment se crée la valeur, qui la capture, qui la valorise. Et donc, on amène des méthodologies de définition d'activités, savoir qui sont les acteurs en place et comment ils vont collaborer. Alors, ça amène des innovations juridiques, contractuelles nouvelles, puisque un écoquartier, derrière, il y a des conséquences d'investissement,
de maintenance, d'entretien et aussi de responsabilité des acteurs à la conception de l'urbanisme, les sociétés aussi de gestion, puisque derrière il y a des sociétés d'économie mixte ou des sociétés foncières qui gèrent ces plateformes. Et donc le but, c'est de voir le retour d'expérience. Et sur la ZAC de Bonn, qui est un projet qui a été primé comme un des premiers écoquartiers en France, aujourd'hui on a un vécu de savoir comment évolue cet écoquartier. Et juste pour notre auditoire, le résultat de votre étude sera rendu à quelle date? Alors c'est de la recherche, hein, donc la recherche. ça prendra encore 3 ans, 3 ans. parce qu'il y a des entretiens de terrain, et puis le but c'est de publier après les résultats, et comme c'est un travail aussi collaboratif, ça met un petit peu de temps dans ces délais. Alors au chapitre précisément des projets collaboratifs, vous étudiez également les modèles qui impliquent l'open innovation. Alors j'aimerais savoir en quoi, selon vous, l'open innovation peut-elle favoriser la mise en œuvre de projets innovants dans les villes? Alors, le concept d'innovation ouverte ou open innovation a été médiatisé par Henry Chesbrough, un professeur installé en Californie qui a encouragé en fait la valorisation à l'extérieur de l'innovation. Au lieu d'avoir une innovation fermée, propriétaire et cloisonnée, l'idée c'est d'ouvrir la création de technologies, de brevets et de l'externaliser à certains partenaires, et aussi de travailler en collaboratif sur des projets. Alors aujourd'hui, tous les pôles de compétitivité et les structures collégiales sont dans cette optique-là, et les collectivités locales s'approprient aussi ces méthodes de partage d'informations pour encastrer une innovation locale. Donc les écoquartiers en sont un exemple. Et le but, c'est que... Et l'open innovation apporte un changement dans quoi? Dans la façon de collaborer parmi les parties prenantes d'un projet? Alors... j'ai envie de dire, l'open innovation, à quel niveau est l'innovation de cette approche? C'est souvent un changement culturel, en fait, de stratégie concurrentielle. Quand une entreprise porte une innovation, elle essaye de la garder pour elle, sauf que tout seul, elle ne pourra pas souvent transformer le projet. Et l'idée, c'est de lever certaines barrières en partageant la valeur. On le voit dans les fonds qui se mutualisent, les projets de partage d'innovation. Et le but, au final, c'est que les projets sortent. Et peut-être pas qu'ils soient propriété d'une structure, oui, mais la collectivité y gagne. Et dans le concept d'open innovation, c'est qu'on récupère son investissement sous d'autres formes, en cession d'actifs, en cession de droits ou en prise de participation sur des nouvelles activités qui prennent leur envol et qui n'étaient pas nécessairement incubées dans le porteur initial. D'accord. Marianne Brodsky, vous voulez réagir sur l'open innovation? Je pense que, en matière d'open innovation, Veolia, nous sommes très clairement convaincus que c'est un point absolument crucial pour être capable de créer des solutions à même de nous amener à gérer la ressource avec plus d'intelligence. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a lancé le programme, le Veolia Innovation Accelerator, début 2010, ce programme de partenariat avec des startups clean tech innovantes, justement pour dire on sera plus fort en travaillant ensemble. On sera plus rapide pour créer et mettre en œuvre des solutions, et par ailleurs, ça permettra à des entreprises de petite taille de pouvoir se déployer sur le marché plus rapidement. Donc on est effectivement, ça c'est une vraie tendance de fond, cette capacité à pouvoir mutualiser les forces pour pouvoir être plus efficace et plus rapide pour apporter des solutions au marché et profiter des opportunités. Alors, vous voulez réagir éventuellement, Fabienne, sur l'open innovation? Je pense qu'il y a l'open innovation et puis il y a aussi tout ce qui tourne autour du partage des data, oui. Par exemple dans les transports, hein, on voit bien comme c'est compliqué de partager l'information. Et voilà, donc je pense que plus on va aller vers une volonté des acteurs publics et privés de partager cette information, et probablement plus ça va aller dans le sens d'une fluidité des nouvelles solutions de transport. Mais ça pose un certain nombre d'obstacles et je comprends que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. C'est une vraie rupture philosophique en fait. On passe de l'individuel et du propriétaire au collectif, au partagé. Et aujourd'hui, on voit que les modèles économiques ne sont pas tous mûrs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des marges de manœuvre pour proposer
le partage du transport, et puis aussi partager la cité, vivre ensemble. Donc ça rejoint aussi des thématiques politiques qui auront peut-être l'occasion d'être amenées dans le débat politique avec les présidentielles, du vivre ensemble demain, parce que les technologies sont là. Il faudra sûrement payer plus cher pour avoir un certain confort et aussi accepter l'autre et la vie en communauté pour pouvoir maintenir un certain confort, parce que sinon la pression est quand même là et risque de dégrader le confort de vie de chacun si on n'accepte pas d'investir sur des nouvelles solutions qui vont perturber aussi nos pratiques. Là, on sait que le changement, il se fait aussi parfois dans la douleur. Donc. Vous parliez tout à l'heure de Living Labs sur la région iséroise où le maillage éducation, recherche, industrie est très étroit, très fort. Il y a cette notion de Living Labs? Alors, il y a des structures comme Minatech Ideas Lab. On a le CEA qui est un acteur important de l'innovation en France. Et il y a des structures ouvertes d'intégration des technologies et puis de tests d'usage. Et le but là, c'est de voir après, en associant ces populations, ce 4e P des 4 P, comment on va... si on met une technologie, l'application n'est pas toujours bien définie, mais par l'usage, par l'expérimentation et le test dans des foyers, on va récupérer des nouveaux usages. Donc c'est un market pool, en fait. On tire par le marché, par les usages, des innovations. Et le crowdsourcing aussi, l'alimentation par la foule, permet de valider aussi certains concepts. Et là, à Grenoble, on a un terreau culturel, social, qui est très ouvert à l'innovation. Et c'est vrai que Rhône-Alpes, l'Isère et Grenoble en particulier ont toujours été un univers propice à ces expérimentations sociales. Alors, nous approchons de la fin de cette table ronde. J'ai envie de finir par un petit tour de table. On a beaucoup parlé d'innovation. J'ai envie que chacun d'entre vous me donniez des exemples concrets de projets innovants que vous jugez particulièrement exemplaires et dont certaines collectivités pourraient s'inspirer. Marianne, je vais commencer par vous. Je pense qu'on parle beaucoup de Smart Grid. On a lancé la première expérimentation dans la région PACA avec un projet qui s'appelle Reflex pour justement pouvoir mettre en œuvre concrètement un projet Smart Grid en mêlant différentes parties prenantes. Donc à nouveau, on est sur un concept de partager, de travailler ensemble pour incarner en fait une vraie dimension de réseau intelligent. Un exemple. Olivier Cattera. Alors, on est proche, puisque les thématiques énergétiques sont très fortes. Le D'accord. Smart Grid est très à la mode en ce moment. Ouais. Et le fonds démonstrateur ADEME soutient de nombreux projets. Et Greenlease, qui est un projet entre Lyon et Grenoble, porté par ERDF, avec Gaz Électricité de Grenoble, avec GDF Suez et Grenoble INP, est un exemple de chantier. Alors, ça s'étale aussi sur plusieurs années, où il y a des technologies existantes qui vont être expérimentées, implémentées, et puis où justement le but c'est de tester l'implémentation de Smart Grid sur des écoquartiers. La ZAC de Bonn, le complexe Giant, qui est un grand campus d'innovation grenoblois, sera aussi un terrain d'expérimentation. Il y a des tours qui sortent pour replacer de la vie sur ces sites qui étaient innovants et plutôt industriels, et donc on replace les citoyens dedans. Et on va connecter ces immeubles pour piloter un peu leur consommation énergétique. Donc là, on reste dans Smart Grid. On va peut-être changer de domaine, Fabienne Herlot. Un exemple de projet. Oui, ce que je vais dire n'est pas forcément très révolutionnaire, mais peut-être dans cette idée de mieux utiliser le véhicule individuel à travers donc, des solutions d'usage partagé. Se dire peut-être qu'aujourd'hui, on a trop segmenté et fragmenté le marché autour d'offres qui s'appellent covoiturage, autopartage peer-to-peer. Donc peut-être qu'en fait, il faudrait aller vers une mutualisation de ces offres autour d'une centrale de mobilité qui peut à ce moment-là permettre d'offrir au client le type de service dont il a besoin en fonction de la nature de son déplacement, de son âge, de la distance à parcourir, etc. Et peut-être essayer de casser un peu ces frontières entre les différents modes de mobilité partagés. Alors juste pour boucler cette table ronde, moi j'ai envie de terminer sur une note d'espoir dans le marasme ambiant qui est un petit peu inquiétant pour certains. On organise, nous, notre prix à destination des innovateurs
Et c'est à eux que j'aimerais que vous vous adressiez. Quel message d'espoir vous aimeriez faire passer à tous les entrepreneurs qui sont peut-être d'ailleurs parmi nous autour sur les gradins et sur ce salon? Marianne Brodsky. Ouais, je pense que ce qui est intéressant en mandarin, c'est qu'en mandarin, crise, ça veut dire deux choses. Ça veut dire danger et ça veut dire opportunité. Et je pense que très clairement, si on veut être à même de créer des solutions innovantes, penser une manière de vivre la société différente et donc sortir en fait, du marasme ambiant en inventant notre nouvelle société, les entrepreneurs ont clairement un rôle clé à jouer. Je pense que la qualité des dossiers qu'on a pu voir au travers du prix Cleantech République est une bonne illustration que la relève et l'inventivité vient de cette communauté. Donc déjà bravo de cette créativité qui va nous permettre de trouver des nouvelles solutions pour redémarrer. Fabienne Herlot. Alors, moi, je suis en train de basculer dans le rôle de l'entrepreneur, puisque pour diriger ce fonds Ecomobilité Venture dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, je vais donc créer ma propre société de gestion. Et là, je ferai deux remarques. La première, c'est que je suis actuellement confronté à une avalanche de bureaucratie que je sais que vous côtoyez au quotidien. Et je dois dire que ça me rend extrêmement bougon et d'extrêmement méchante humeur. Donc, donc mon premier message, c'est ne nous laissons pas déborder et envahir par tout ce qui fait que notre quotidien est compliqué. Et deuxièmement, pour l'avoir entendu autour de moi à la maison, c'est quand même vachement bien, maman, depuis que tu as créé ta boîte, tu es de bien meilleure humeur. Je pense que moi-même, quand je suis en contact de chacun d'entre vous qui venez me voir avec des projets, ben vous me redonnez l'énergie dont j'ai besoin pour finir ma journée et vous me redonnez le sourire alors que le cours de bourse, les bourses s'effondrent, alors qu'on parle de licenciement, de crise de l'euro, etc. Et je crois que vous avez un rôle absolument essentiel pour continuer à apporter cet élan d'enthousiasme et de générosité et de convivialité qui manque cruellement aujourd'hui. Et si je suis bougon, c'est parce que la bureaucratie m'agace, et deux, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas refait d'investissement et que je n'ai pas travaillé étroitement avec certains d'entre vous. Merci. Ce que j'attends avec impatience. Bon. Vous êtes invité, donc. Olivier? Oui, moi, la note d'optimisme, elle est liée à la jeunesse aussi de porteurs de projets. On voit des entrepreneurs qui sont jeunes, dynamiques, et aussi la jeunesse que je vois dans le master management marketing de l'énergie, où les jeunes qu'on forme, ils ont envie de changer les choses, ils ont envie d'entreprendre, et la note d'optimisme, elle est sur la génération qui monte aussi. Ils sont bien formés, il y a de l'argent qui peut être disponible pour des beaux projets. Donc l'optimisme, il est lié à leur capacité à s'investir pour changer le monde de demain. Ce sera la note de fin. Merci à tous les trois pour votre expertise. Il est temps bien sûr de passer au moment tant attendu, à savoir la remise des prix de l'édition 2011 de la jeune entreprise éco-innovante. Avant de passer la parole à Paul, moi je voudrais remercier l'ensemble des jurés, en tant que président du jury, l'ensemble des jurés qui ont passé beaucoup de temps à évaluer nos 60 dossiers cette année. C'est un vrai travail, donc je tiens vraiment à les remercier. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe interne de Cleantech République, sans laquelle ce prix ne verrait pas le jour. Merci beaucoup. Paul, c'est à toi. Bien, merci pour cette table ronde très sympa et très enrichissante. Nous voilà maintenant au temps fort de cette cérémonie, la remise du prix Cleantech République de la jeune entreprise éco-innovante et des distinctions. Je vais d'abord vous donner en fait la liste des 10 finalistes, donc des 10 meilleures startups, les startups qui ont été les mieux notées par le jury. Alors il s'agit d'Avob, de BT Cube Technologies, de Clinea, de Cogebio, de Eco2 Distrib, Etera, Ideol Offshore, Solaire 2G, SP3H et Symbio FCell. Alors je vais demander, on peut effectivement les applaudir parce que ce sont de très belles startups et on leur souhaite vraiment un développement exceptionnel.
Je vais maintenant demander à Marianne Brodsky, donc directrice de l'innovation de Veolia Environnement, de me rejoindre pour remettre le Grand Prix 2011 de la jeune entreprise éco-innovante. Marianne, tu peux me rejoindre. Voilà le trophée. Je vais remettre à Marianne l'enveloppe qui donne le résultat donc, du jury. Et il s'agit de... Il s'agit d'SP3H. J'appelle Alain Lunati, le président d'SP3H. Bravo, bravo Alain. Alors je rappelle, donc SP3H développe un capteur de qualité de carburant qui permet des gains de consommation et des réductions des émissions polluantes et CO2. On aura l'occasion tout à l'heure d'en savoir un peu plus sur SP3H et sur l'innovation, car vous allez participer à une petite interview avec Baptiste Roudirich sur le plateau. Hein. Alors je vais maintenant demander à Fabienne Herlot, présidente d'Ecomobilité Venture, de nous rejoindre pour remettre le prix coup de cœur du jury. Il y a aussi une enveloppe qui renferme le secret. And the winner is Clinea. Et j'appelle donc Jean-Christophe Pruvot, son président. Bravo, bravo Jean-Christophe. Alors Clinea propose une machine permettant la fabrication de solutions détergentes écologiques sur le site de l'utilisateur à partir d'un procédé d'électrolyse de l'eau. On découvrira un peu plus Clinea tout à l'heure, à l'instant. Alors j'appelle maintenant Olivier Catera, responsable du département recherche en management technologique de Grenoble École de Management. Et Olivier va remettre le prix Espoir, que voici. Alors le prix Espoir récompense une toute récente entreprise qui, selon le jury, a un potentiel assez considérable. Je remets l'enveloppe. Alors l'entreprise primée est BT Cube Technologies et j'appelle Olivier Muquet, directeur marketing. Bravo Olivier. Et BT Cube Technologies développe un procédé de chimie verte permettant de rendre étanches les papiers et les textiles à l'eau, à la graisse et au gaz, tout en conservant leur caractère recyclable et biodégradable. Donc on est dans le traitement de surface écologique. Bravo. C'est une entreprise de l'Isère. Alors Olivier Catera est un peu chauvin, il a raison de le préciser, c'est une entreprise de l'Isère. Alors je vais maintenant passer la parole à Baptiste Roudirich, notre journaliste, qui va vous recevoir, les lauréats, sur le plateau, pour qu'on en sache un peu plus sur vos innovations et sur vos sociétés. Je laisse ces messieurs me rejoindre. Allez-y. Alors voilà, merci Paul. On a effectivement en plateau nos trois heureux lauréats. Alors on va refaire les présentations parce que ça a été un petit peu rapide. Alain Lunati, vous êtes président de SP3H. Bonjour, j'en profite pour vous saluer. Vous avez donc remporté le Grand Prix. Nous avons Olivier Muquet pour BT Cube ou BT3, alors on en parlera tout à l'heure, qui a remporté le prix Espoir, et Jean-Christophe Pruvot. Et vous êtes président fondateur de Clinea. Je n'ai pas faux. Alors on va parler chacun de vos entreprises, de vos innovations. Mais moi, avant de commencer, j'avais envie de... à chaud, comme ça, un petit débriefing. J'ai envie de savoir, outre l'aspect décoratif sur un bureau, un prix comme celui-là, comme le prix Cleantech République, qu'est-ce que ça apporte pour le parcours d'une jeune entreprise? Est-ce que c'est un bon signe? Commençons par la droite avec Clinea. Écoutez, d'abord, c'est une forte reconnaissance. C'est une reconnaissance pour les clients qu'ils ont accompagnés depuis le début.
C'est une reconnaissance pour les équipes et surtout, ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer parce que vous savez que pour vous, c'est l'innovation, mais c'est un travail de longue haleine et il nous faut du carburant pour foncer. Et le carburant, c'est la reconnaissance, c'est l'estime qu'on a du travail qu'on fait. Très bien, alors est-ce que mes voisins de gauche ont également fait le plein aujourd'hui? Commençons par BT Cube. Tout à fait, oui. Non, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que je connaissais plusieurs des finalistes, donc je vois la qualité des autres sociétés, donc ça fait vraiment plaisir de faire partie des 3 meilleurs parmi ces 10. Bon, chez SP3H, c'est carrément le Grand Prix, alors là, c'est... Oui, donc on sait apprécier à sa juste valeur. Ça permet à un moment donné de confronter ce qu'on est en train de faire dans la durée, de relever la tête, et puis si on a effectivement l'opportunité d'avoir un prix, ou d'être lauréat, ça permet de vérifier qu'on est toujours sur la bonne voie et qu'on n'est pas en train de s'égarer. Sur un aspect également des accompagnateurs, on a reçu beaucoup d'aide des collectivités locales, territoriales, régionales et de l'Europe. Ça permet aussi de montrer que ces gens qui accompagnent l'innovation aussi ont leur importance et choisissent aussi des bons dossiers. Donc ces prix accompagnent aussi ceux qui aident l'innovation au jour le jour. Ils ont mis leurs œufs dans le bon panier, voilà. Bon alors, comme promis, on va faire un petit tour des entreprises. On va commencer par Clinea. Donc je l'ai dit, vous êtes le prix coup de cœur du jury. Alors si j'ai bien tout compris, votre innovation, c'est une machine qui permet de produire ses propres produits d'entretien, c'est ça, j'ai bon? Vous avez tout bon. Alors, en fait, tout à l'heure, on parlait de rupture. Il s'agit effectivement d'un saut important, une vraie rupture. C'est qu'au lieu, pour tous ces immeubles HQE tertiaires qui se montent suite au Grenelle de l'environnement, on propose non pas d'acheter des produits détergents à l'extérieur, mais de les produire soi-même, à partir des 2 fluides qui existent sur un immeuble, de l'eau et de l'électricité. Donc en fait, l'immeuble va être producteur de ses propres détergents sur place, donc sans transport, sans logistique amont, sans déchets, et va utiliser donc un acide hypochloreux et une base dégraissante pour nettoyer et désinfecter un ensemble d'un immeuble. Donc vous parlez d'immeubles, vos clients, ce sont des gestionnaires d'immeubles, ce sont des... Qui s'agit-il? Alors effectivement, globalement, dans le jargon, c'est des FMR, des gens qui gèrent des immeubles, ce sont des entreprises de propreté, ce sont des grands donneurs d'ordre du type de la BNP par exemple, ou des grands, ou pourquoi pas de la RATP, nous travaillons avec la RATP. Et l'idée, c'est effectivement de nettoyer plus green, plus vert, et ce sont des gens qui sont très très demandeurs de solutions quick win, c'est-à-dire qu'on gagne vite quelque chose. D'accord, alors parlons, puisqu'on parle de vitesse, parlons d'actualité. Quelle est votre actualité au-delà de ce prix? Et puis peut-être je ne vous ai pas demandé quand a été fondée la société. La société a 2 ans et demi, on a travaillé en partenariat avec les arts et métiers qui nous ont aidé à développer notre machine. Et aujourd'hui notre actualité, c'est que la machine est sur le marché depuis 6 mois, ça marche plutôt très bien. C'est parti sur de bonnes bases et aujourd'hui on attend les collectivités qui nous rejoignent, nous donnent beaucoup de commandes, puisqu'aujourd'hui, ça y est, on est parti dans le mode développement commercial. D'accord, très bien. Félicitations encore à vous, Jean-Christophe Pruau, et à vos équipes. On Merci. peut le réapplaudir à nouveau, puisque ça avait été le cas là, de la remise. On va passer au prix Espoir. Alors, comme on le disait lors de la remise des prix, le prix Espoir, c'est le prix d'une finalement très jeune entreprise éco-innovante, BT Cube, fondée en septembre 2010, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, vous avez un peu plus d'1 an maintenant. Voilà. Alors on est plutôt là dans le volet des biomatériaux, de la chimie verte. Je crois que c'est un tout petit peu complexe, alors je vais vous laisser expliquer votre innovation. Merci pour l'introduction. Donc BT Cube Technologies, en fait, on vend des procédés et des équipements qui permettent de rendre les papiers hydrophobes et également étanches aux graisses et au gaz. Donc par gaz, on entend surtout oxygène et vapeur d'eau. Et tout l'intérêt des procédés qu'on développe, c'est qu'ils permettent de conserver le caractère recyclable et biodégradable du papier. D'accord, donc là, il s'agit de remplacer le papier. J'imagine que la problématique est mondiale. Là, on est sur une logique aussi d'international. Oui, tout à fait, oui. Pour le moment, on privilégie des clients assez proches de chez nous, mais on envisage à moyen terme un déploiement Europe et mondial, en effet. D'accord. Qui sont ces clients aujourd'hui? Les clients, ça peut être des grands acteurs du papier carton, mais aussi d'autres matériaux, puisque la technologie ne se limite pas au papier et carton. On peut l'appliquer aussi sur des textiles notamment. Donc c'est vraiment une clientèle très variée, pour le moment des groupes intégrés, c'est-à-dire qui vont de la fabrication jusqu'à la distribution de leurs produits, mais c'est assez large. D'accord, très bien. Alors on me dit dans l'oreille, je vais donner les coulisses, qu'il faut que vous mettiez votre micro bien devant vous. Voilà, comme ça tout est dit. Bon, juste pour les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer au-delà de ce prix? Est-ce que vous avez des actualités un petit peu fortes?
Alors notre actualité principale, c'est qu'on va lancer une levée de fonds pour le premier semestre 2012. Donc j'en profite pour lancer un appel aux investisseurs qui seraient présents dans la salle. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour en discuter. Voilà, je pense que c'est la grosse actualité. Bon, j'espère que ce prix contribuera à vous faciliter la tâche dans cette recherche d'investisseurs. Pardon, juste pour terminer, il me semble que B3 Cube, ce n'est pas innocent, le nom vient de Back to the Tree, c'est voilà, ça? BT Cube, c'est Back to the Tree. Voilà notre programme Retour à l'arbre. D'accord, très bien. Écoutez, on vous félicite également. Bravo à vous et à vos équipes. Jean, merci beaucoup. C'était Olivier Muguet, pardon, excusez-moi. Okay. Et puis on passe évidemment au Grand Prix de cette édition 2011 du prix Cleantech République. Je vais me retrouver dans mes fiches. C'est mieux. Alain Lunati, vous êtes donc président de SP3H. Oui, bonjour. Et l'innovation qui a été plus particulièrement récompensée par notre jury, c'est une technologie pour le transport. Alors plus précisément un capteur qualité, c'est ça. L'idée c'est réduire la consommation de carburant et puis par la même occasion les émissions de CO2, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on est vraiment dans les clean tech, on est très innovant. On a évidemment tous les atouts des sociétés innovantes, le jeune entreprise innovante. On a déposé plus de 9 brevets à l'international. En fait, on a développé un capteur miniaturisé. Pour simplifier, on fait du profiling de l'ADN du carburant. Donc ça veut dire en quelque sorte qu'on est capable de mesurer en temps réel la partie moléculaire du carburant, sa structure moléculaire. Vous imaginez, il y a plus de 1000 molécules dans les carburants que vous prenez à la pompe. Il n'y en a pas un identique aux autres. Aujourd'hui, les voitures ne s'adaptent pas à la variabilité du carburant. Si vous donnez cette information en temps réel à l'ordinateur en charge du moteur, il ajuste exactement les paramètres moteurs au carburant que vous avez dans le réservoir. Et à ce moment-là, vous gagnez en émissions, en consommation de l'ordre de 5%, CO2 et conso, mais jusqu'à 20-25% dans les émissions type NOx, hydrocarbures brûlés et particules. Très bien. Alors, pareil, hein, comme pour vos confrères, depuis quand existe la société et où en est l'innovation? Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui? Alors, nous, on est une vieille start-up, mais c'est bon signe. Aux autres qui sont ici, ça veut dire qu'on peut tenir dans la durée, puisque j'ai créé SP3H en 2005, mais le projet datait de 2003. Donc déjà, il faut y croire. Et on est totalement dans l'innovation ouverte, parce qu'on considère, et c'est un vrai business model, c'est la stratégie de l'entreprise, je ne suis pas crédible d'aller vendre mon capteur sur l'ensemble du marché, puisque ça va équiper les voitures à l'horizon 2014 en grande série. Et donc, je ne suis pas là pour concurrencer les acteurs du marché comme des Bosch, des Valeo. Donc, nous avons développé la propriété intellectuelle. Nous avons ouvert la porte de notre boîte, puisqu'en fait, l'équipe est une équipe experte du raffinage. On a simplement tissé le lien entre ce qu'on faisait en raffinerie. On était déjà considérés comme les leaders dans ce domaine-là. Et on a apporté cette innovation dans le monde de l'automobile. Maintenant, ça prend du temps, c'est normal. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir signé des licences d'industrialisation. Et donc nos partenaires industriels aujourd'hui sont en charge de faire l'industrialisation du capteur, c'est-à-dire qu'il soit homologué dans le cadre d'une activité de type automobile par exemple. Donc ces partenaires, vous les avez un peu esquissés, ce sont les équipementiers, peut-être même directement les constructeurs ou... Alors, les constructeurs sont les prescripteurs, c'est les clients de nos clients. Donc on a bien pris soin évidemment d'aller d'abord valider notre modèle d'affaires et notre technologie auprès des clients de nos clients, ce qui nous permet derrière d'avoir pu revenir, on va dire, dans une position intéressante, discuter de licences d'industrialisation auprès de tous les grands acteurs du marché. La date à retenir pour nos véhicules, c'est 2014, c'est ça? C'est 2014, mais on a signé aussi des accords de partenariat dans les moteurs marines et stationnaires. Donc ça va équiper aussi les flottes de bateaux de plus en plus gros à partir de 2013. Et puis tout ce qui est efficacité thermique d'un moteur, c'est-à-dire tout ce qui utilise un carburant fossile ou organique, a une application. Donc domaine agricole, domaine industriel, donc les engins de chantier. Donc là, on a des contacts. On est une équipe de 11 personnes. On ne peut pas tout faire. On est vraiment focalisé sur ce marché. Et ensuite, on verra ce qu'on fera par le futur. Alors juste avant de conclure, parce que le temps nous est un peu compté, je discutais avec Stéphane Parpinelli en coulisses juste avant cette remise des prix. Et il m'expliquait que dans cette logique clean tech, vous appliquez également une certaine logique clean tech au management de l'entreprise. Alors c'est ça, est-ce qu'une startup clean tech, ça se manage un peu différemment ou du moins durablement? Oui, du clean management, puisqu'on parle, on parle de lean management, mais
c'est une vraie aventure sur le long terme. Il est clair que si vous n'intéressez pas et d'une manière désintéressée l'ensemble de vos collaborateurs, ça ne fonctionne pas. Donc chez nous, on a clairement pris le parti que l'ensemble des actionnaires soient aussi les collaborateurs. Donc quel que soit leur rôle dans l'équipe, ils ont une petite partie de la société. Et on pense que c'est la clé, de telle manière à ce que tout le monde, effectivement, s'il participe à l'innovation et à l'effort, soit récompensé au bout, si effectivement, au bout, il y a une récompense. Très bien, c'est peut-être une leçon qu'on pourra donner pour les futurs participants ou les autres participants de ce prix. On va vous féliciter également, SP3H, représenté par Alain Lunati aujourd'hui. Voilà, ce débriefing à chaud de cette édition 2011 du prix Cleantech République se termine. Il se poursuivra en ligne sur cleantechrepublic.com. Vous retrouverez toute la semaine et même à partir de demain des articles, des interviews, des vidéos. Bref, il y aura de quoi se renseigner sur nos lauréats et aussi nos finalistes, puisqu'il y avait 10 finalistes, je le rappelle. Et quant à moi, je rends la parole à Paul pour la conclusion de cette cérémonie et j'en profite pour le remercier. Voilà, merci. Merci à tous et encore bravo. Alors voilà, cette cérémonie touche à sa fin. Moi, je tiens évidemment à remercier nos partenaires, Veolia Environnement, Ecomobilité Venture, Grenoble École de Management. Je les remercie vivement pour leur soutien régulier, impliqué et agréable, ce qui ne gâche rien. Encore merci parce que vraiment, c'est un travail qu'on fait un peu toute l'année. On est en relation régulièrement et c'est très agréable de travailler comme ça, à soutenir l'entrepreneuriat dans les clean tech. Je remercie aussi les partenaires Oseo, Polytech qui nous accueillent aujourd'hui et La Tribune, qui est le média économique généraliste qui suit aussi ce qu'on fait, un des rares à traiter le green business tous les jours depuis 2 ans. Donc je les salue. Ils ont un petit passage difficile à vivre en ce moment, mais ça finira par bien se terminer. J'en suis convaincu. Je tiens moi aussi à tirer mon chapeau à toute l'équipe Cleantech République pour le travail remarquable qu'elle réalise toute l'année pour sourcer des innovations partout dans le monde et vous en parler sur cleantechrepublic.com. Voilà, je vous invite à poursuivre sur notre stand 6T32 pour un cocktail. Comme ça, on pourra poursuivre les discussions et les échanges. Et je précise que les startups les mieux notées vont se présenter cet après-midi dans le cadre des conférences Forum Technique d'Avenir, juste à côté de notre stand, à partir de 16h45. Donc à partir de 16h45, un certain nombre de startups qui étaient les mieux notées de ce prix édition 2011 vont pitcher, se présenter à des partenaires, à vous si vous voulez creuser le sujet. Voilà, merci. Et dernière info, le book des 60 startups candidates est disponible sur nos stands également ou en PDF à partir de la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent passer en revue tout le cru 2011 de ces startups cleantech. Voilà, merci, au revoir.